Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Asiette des cotisations et je tenais aujourd'hui à faire un retour avec la vidéo promise sur l'abandon de poste, sujet sur lequel j'avais publié un premier billet accompagné d'une infographie qui a été corrigée dans une deuxième version depuis. Je vais revenir sur les sources officielles, les interprétations, les points de vigilance et mes premières conclusions, notamment issues de mes discussions avec mon service paye et des avocats en droit social. Je vais d'abord reprendre le texte de loi original du 23 décembre 2022 qui nous dit la chose suivante. Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre des charges dans le délai fixé par l'employeur est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. Je vais insister ici sur est présumé avoir démissionné, qui a dû faire bondir plus d'une personne, car lorsque vous abordez le chapitre sur la démission en formation, on vous dit que la démission d'un salarié résulte d'une volonté non équivoque de sa part et par principe ne se présume pas. On arrive donc ici à une première contradiction avec un principe établi du droit du travail et on va voir que cela va poser d'autres problèmes un petit peu plus tard. Un autre détail que je trouve, entre parenthèses, assez amusant, c'est le fait de pouvoir remettre en main propre un document contre des charges à un salarié concrètement absent. Le deuxième paragraphe évoque les moyens à disposition du salarié pour interrompre la procédure. Et enfin, on nous indique que le délai minimal sera fixé par un décret ultérieur, ce qui nous donne en fait une loi absolument pas terminée au départ. Lorsque nous avons discuté au sein de notre service social de l'application de cette loi, la conclusion très rapide a été d'attendre l'apparition du décret et d'avoir recours à la procédure habituelle de licenciement pour faute grave en cas d'abandon de poste. Je vais donc revenir sur le décret paru le 17 avril 2023 qui nous dit la chose suivante. L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission le met en demeure par lettre commandée ou par lettre remise en main propre contre décharge de justifier son absence et de reprendre son poste. Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, telle que notamment des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait, l'exercice du droit de grève, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation, la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée. Le délai mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur à 15 jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa. Donc ici, nous avons clairement le délai minimal de mise en demeure. Donc théoriquement, toutes les cartes en main pour mener à bien une procédure de présomption de démission lorsque le salarié abandonne son poste. Alors la première source que je vais vous présenter, c'est le code du travail numérique qui nous l'a fourni. Cette page a le mérite de nous détailler un petit peu plus les étapes de la procédure en cas de présomption de démission, pour abandon de poste. On va s'attarder sur quelques détails puisque le site précise bien que l'employeur qui constate l'absence de son salarié peut mettre en demeure de justifier son absence. Pouvoir étant en droit un caractère non obligatoire. C'est-à-dire que l'employeur a toujours la possibilité de ne rien faire, c'est-à-dire virtuellement donner un bulletin de salaire à zéro éternellement à un salarié qui ne serait pas revenu. Et cela entrevoit aussi la possibilité d'avoir recours à
d'autres procédures pour faire partir le salarié. Mais ça, je reviendrai un peu plus tard dessus dans la vidéo. Le paragraphe suivant précise le contenu de la lettre de mise en demeure. On rappelle donc que la lettre doit demander une justification de l'absence. La lettre doit préciser le délai dans lequel le salarié doit reprendre son poste, donc délai fixé à 15 jours calendaires minimum. L'employeur peut donc avoir recours à des délais un petit peu plus longs. Préciser que, passé le délai, le salarié sera considéré comme démissionnaire et tenu de respecter un préavis. Enfin, l'employeur peut préciser que le salarié sera considéré comme démissionnaire et n'aura en conséquence pas droit aux allocations chômage. Alors, j'en profite pour digresser un petit peu, car c'est partiellement faux. En effet, dans la convention collective, le fait de démissionner ne donne pas droit aux allocations chômage, dans le cas d'une démission classique, évidemment. En effet, si je me réfère au site du ministère du Travail et leur fiche sur le droit aux allocations chômage du salarié démissionnaire, il est bien précisé que dans le cas général, un réexamen des droits est toujours possible à l'issue d'un délai de 4 mois. Donc quand on vous dit « tu as démissionné, tu n'as pas droit au chômage », c'est partiellement faux. Alors bien sûr, il faut être capable de pouvoir vivre sans ressources pendant 4 mois, mais ça c'est une autre histoire. Alors je reviens donc sur la page du Code du travail numérique et son dernier paragraphe qui expose les cas possibles d'interruption de la procédure invoquée par un motif légitime du salarié. Donc, ce qui est considéré comme motif légitime, ça peut être l'état de santé du salarié qui présente un certificat médical précisé daté du jour de son abandon de poste. Si le certificat démarre 10 jours après, il est possible que ça ne passe pas. De même que si le salarié est gréviste, s'il est absent parce qu'il refuse d'exécuter une instruction contraire à une réglementation, ou un refus d'une modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Et enfin, si le salarié signale un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. Sachant que tous ces derniers cas sont beaucoup plus rares et ou très difficiles à justifier en pratique. Enfin, il termine par une petite infographie assez neutre sur l'abandon de poste, donc qui vaut ce qu'elle vaut. Je vais m'attarder maintenant sur le site du ministère du Travail et sa liste de questions-réponses qui ont été publiées sur le sujet. L'employeur est-il obligé d'envoyer une mise en demeure si son salarié est en abandon de poste? La réponse est non. L'employeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, est parfaitement dans son droit s'il décide de ne pas engager de procédure du tout. Toutefois, cette solution, à terme, peut s'avérer coûteuse. Je m'explique. Dans ce cas, le salarié reste dans les effectifs et le contrat est juste suspendu et non rompu. Ce qui veut dire qu'on doit lui éditer tous les mois un bulletin qui est certes à zéro. Mais qui dit bulletin à zéro ne dit pas forcément coût à zéro, puisque certains logiciels de paye facturent le bulletin même s'il est édité à zéro. Silae en est un très bon exemple. D'autre part, il peut y avoir des coûts supplémentaires liés par exemple à une mutuelle d'entreprise. En effet, les mutuelles d'entreprise sont toujours dues tous les mois en cotisation salariale et patronale, même si le salarié est absent tout le mois. Ce qui veut dire que l'employeur assume lui-même pendant un certain nombre de mois les cotisations mutuelles du salarié. Il peut y avoir aussi quelques cotisations liées à l'effectif, notamment des cotisations conventionnelles, des médecines du travail, etc. Donc, garder un salarié est
alternairement dans ses effectifs, même avec un butin à 0, peut coûter au final assez cher. La deuxième partie de la réponse fait extrêmement débat. Elle nous dit que si l'employeur souhaite mettre fin au contrat de travail avec un salarié en situation d'abandon de poste, il doit mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et de présomption de démission. Il n'a plus vocation à engager une procédure de licenciement pour faute. Ce qui veut dire que la procédure de mise en demeure et de présomption de démission doit être systématiquement privilégiée à l'ancienne procédure de licenciement pour faute grave, avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire que lorsque vous licenciez pour faute grave, le salarié a tout de même immédiatement droit au chômage, alors que ce n'est pas le cas pour la démission. Lorsque j'ai interrogé mon service juridique sur le sujet, une avocate en droit social m'a répondu que le site du ministère du Travail et ses questions-réponses ne faisaient ni loi ni jurisprudence. C'est-à-dire que pour elle, les textes fondateurs, c'était le texte original et le décret, et que les questions-réponses n'étaient finalement que des recommandations. Et donc que, a priori, l'emploi de la procédure, de l'ancienne procédure de licenciement pour faute grave était toujours possible et était toujours à discrétion de l'employeur. Alors, il faut savoir que certaines personnes prennent ce paragraphe au pied de la lettre et interprètent ceci comme un empêchement d'avoir recours désormais à la procédure de licenciement. Et c'est ce qui est attaqué par certains syndicats devant le Conseil d'État. Donc selon cette source, et qui reprend le fait qu'au départ, avec le décret et le texte original, on avait le choix entre la démission et le licenciement, que désormais la réponse qui est faite, que l'on vient de voir sur le site du ministère du Travail, empêche désormais tout recours au licenciement pour faute grave. C'est ce qui est attaqué devant le Conseil d'État. Je n'ai pas de... Alors, on ne sait pas tellement quand est-ce que cette procédure va avoir une réponse claire. Ceci dit, je fais partie des personnes qui sont plus ou moins convaincues que les deux possibilités sont toujours à disposition de l'employeur. Et préférentiellement, j'aurais recours au licenciement pour faute grave, puisque le licenciement faute grave, on connaît les risques, on connaît la procédure et comment correctement l'appliquer, et on a de la jurisprudence. Alors qu'on est plus dans l'inconnu pour la procédure de mise en demeure et de présomption de démission.